Les souffrances du jeune Werther. Die Leiden des jungen Werthers. Leipzig, 1774. Au lecteur. J'ai rassemblé avec soin tout ce que j'ai pu recueillir de l'histoire du malheureux Werther, et je vous l'offre ici. Je sais que vous m'en remercierez. Vous ne pouvez refuser votre admiration, votre amour à son esprit et à son caractère, ni vos larmes à son sort. Et toi, bonne âme qui ressent la même aspiration que lui, puise de la consolation dans ses douleurs, et fais de ce petit livre un ami, si par le destin ou par ta propre faute, tu n'en peux trouver de plus proche. Livre premier. 4 mai 1771. Que je suis aise d'être parti. Ah, mon ami, qu'est-ce que le cœur de l'homme? Te quitter, toi que j'aime, toi dont j'étais inséparable. Te quitter et être content. Mais je sais que tu me le pardonnes. Mes autres liaisons ne semblaient-elles pas tout exprès choisies par le sort pour tourmenter un cœur comme le mien? La pauvre Léonore. Et pourtant j'étais innocent. Était-ce ma faute à moi, si pendant que je songeais qu'à m'amuser des attraits piquants de sa sœur, une funeste passion s'allumait dans son sein? Et pourtant suis-je bien innocent? N'ai-je pas nourri moi-même ces sentiments? Ne me suis-je pas souvent plu à ces transports naïfs qui, si peu risibles qu'ils fussent, nous ont si souvent fait rire? N'ai-je pas, oh, qu'est-ce que l'homme pour qu'il ose se plaindre de lui-même? Cher ami, je te le promets, je me corrigerai. Je ne veux plus, comme je l'ai toujours fait, ruminer sans cesse le moindre malheur que nous envoie le sort. Je jouirai du présent, et le passé sera passé pour moi. Oui, sans doute, mon ami, tu as raison. Les hommes auraient des peines bien moins vives si, Dieu sait pourquoi ils sont ainsi faits, s'ils n'appliquaient pas toutes les forces de leur imagination à renouveler sans cesse le souvenir de leurs maux, au lieu de supporter la pauvreté du présent. Dis à ma mère que je m'occupe de ses affaires, et que je lui en donnerai, sous peu, des nouvelles. J'ai parlé à ma tante, cette femme que l'on dit si méchante. Il s'en faut bien que je l'ai trouvée telle. Elle est vive, irascible même, mais son cœur est excellent. Je lui ai exposé les plaintes de ma mère sur cette retenue d'une part d'héritage. De son côté, elle m'a fait connaître ses droits, ses motifs, et les conditions auxquelles elle est prête à nous rendre ce que nous demandons, et même plus que nous demandons. Je ne puis aujourd'hui t'en écrire davantage sur ce point. Dis à ma mère que tout ira bien. J'ai vu encore une fois, mon ami, dans cette chétive affaire, que les malentendus et l'indolence causent peut-être plus de désordre dans le monde que la ruse et la méchanceté. Ces deux dernières, au moins, sont assurément plus rares. Je me trouve très bien ici. Dans cette contrée paradisiaque, la solitude constitue un baume précieux pour mon âme. Et cette saison pleine de jeunesse réchauffe de son abondance un cœur souvent parcouru de frissons. Chaque arbre, chaque haie est un bouquet de fleurs. On voudrait se voir changer en papillon pour nager dans cette mer de parfums et épuiser sa nourriture. La ville elle-même est désagréable, mais les environs sont d'une beauté ravissante. C'est ce qui engagea le feu comte de M à planter un jardin sur une de ces collines qui se succèdent avec tant de variété et forment des vallons délicieux. Ce jardin est fort simple. On sent dès l'entrée que ce n'est pas l'ouvrage d'un dessinateur savant, mais que le plan en a été tracé par une âme sensible, désireuse d'y jouir de son reflet. J'ai déjà donné plus d'une fois des larmes à sa mémoire, dans un pavillon en ruine, jadis sa retraite favorite et maintenant la mienne. Bientôt je serai maître du jardin. Depuis 2 jours que je suis ici, le jardinier m'est déjà dévoué, et il ne s'en trouvera pas mal. 10 mai.
Il règne dans mon âme une merveilleuse sérénité, semblable aux douces matinées de printemps que je savoure avec délice. Je suis seul, et je goûte le charme de vivre dans une contrée qui fut créée pour des âmes comme la mienne. Je suis si heureux, mon ami, si abîmé dans le sentiment de ma tranquille existence, que mon talent en souffre. Je ne pourrais pas dessiner un trait, et cependant, je ne fus jamais plus grand peintre. Quand les vapeurs de la vallée s'élèvent devant moi, qu'au-dessus de ma tête le soleil lance d'aplomb ses feux sur l'impénétrable voûte de l'obscure forêt, et que seulement quelques rayons épars se glissent au fond du sanctuaire, que allongé dans les herbes hautes près d'un ruisseau bouillonnant, je découvre plus près de la terre 1000 petites herbes diverses, que mon cœur sent de plus près l'existence de ce petit monde qui fourmille parmi les herbes, de cette multitude innombrable de vermisseaux et d'insectes de toutes les formes, que je sens la présence du Tout-Puissant qui nous a créés à son image, et le souffle du Tout-Aimant qui nous porte et nous soutient flottant sur une mer d'éternelles délices. Mon ami, quand mes yeux sont entourés de crépuscule, et que le monde autour de moi et le ciel reposent entièrement dans mon âme, telle l'image d'une femme aimée, alors je soupire et m'écrie en moi-même : « Ah, si tu pouvais exprimer ce que tu éprouves, si tu pouvais insuffler et fixer sur le papier cette vie qui coule en toi avec tant d'abondance et de chaleur, en sorte que le papier devienne le miroir de ton âme, comme ton âme est le miroir d'un Dieu infini. » Mon ami, mais je sens que je succombe sous la puissance et la majesté de ces apparitions. 12 mai. Je ne sais si des génies trompeurs errent dans cette contrée, ou si le prestige vient d'un délire céleste qui s'est emparé de mon cœur, mais tout ce qui m'environne a un air de paradis. À l'entrée du bourg est une fontaine où je suis enchaîné par un charme, comme Mélusine et ses sœurs. Au bas d'une petite colline se présente une grotte. On descend 20 marches, et l'on voit l'eau la plus pure filtrer à travers le marbre. Le petit mur qui forme l'enceinte, les grands arbres qui la couvrent de leur ombre, la fraîcheur du lieu, tout cela vous captive, et en même temps vous cause un certain frémissement. Il ne se passe point de jour que je ne me repose là pendant 1 heure. Les jeunes filles de la ville viennent y puiser de l'eau, occupation paisible et utile, que ne dédaignaient pas jadis les filles mêmes des rois. Quand je suis assis là, la vie patriarcale se retrace vivement à ma mémoire. C'était au bord des fontaines que les jeunes gens faisaient connaissance et qu'on arrangeait les mariages. Autour des puits et des sources erraient des génies bienfaisants. Oh, jamais il ne s'est rafraîchi au bord d'une fontaine après une route pénible sous un soleil ardent, celui qui ne sent pas cela comme je le sens. 13 mai. Tu me demandes si tu dois m'envoyer des livres ? Au nom du ciel, mon ami, épargne-moi cela. Je ne veux plus être guidé, encouragé, exhorté. Ce cœur fermente assez de lui-même. J'ai bien plutôt besoin d'un chant qui me berce, et de cela j'en ai trouvé en abondance dans mon Homère. Combien de fois ne dois-je pas apaiser mon sang qui bouillonne ? Car tu n'as rien vu de si inégal, de si inquiet que mon cœur. Ai-je besoin de te le dire à toi qui as souffert si souvent de me voir passer de la tristesse à une joie extravagante, de la douce mélancolie à une passion furieuse ? Aussi je traite mon cœur comme un petit enfant malade. Ne le dis à personne, il y a des gens qui m'en feraient un crime. 15 mai. Les gens modestes du pays me connaissent déjà. Ils m'aiment beaucoup, surtout les enfants. Il y a peu de jours encore, quand je m'approchais d'eux, et que d'un ton amical je leur adressais quelques questions, ils s'imaginaient que je voulais me moquer d'eux, et ils me quittaient brusquement.
je m'en offensais point. Mais je sentis plus vivement la vérité d'une observation que j'avais déjà faite. Les hommes d'un certain rang se tiennent toujours à une froide distance de leurs inférieurs, comme s'ils craignaient de perdre beaucoup en s'approchant d'eux. Et il se trouve des étourdis et des mauvais plaisants qui n'ont l'air de descendre jusqu'au pauvre peuple qu'afin de le blesser encore davantage. Je sais bien que nous ne sommes pas tous égaux, que nous ne pouvons l'être. Mais je soutiens que celui qui se croit obligé de se tenir éloigné de ce qu'on nomme le peuple, pour s'en faire respecter, ne vaut pas mieux que le poltron qui, de peur de succomber, se cache devant son ennemi. Dernièrement, je me rendis à la fontaine. J'y trouvais une jeune servante qui avait posé sa cruche sur la dernière marche de l'escalier. Elle cherchait des yeux une compagne qui l'aidât à mettre le vase sur sa tête. Je descendis et la regardai. « Voulez-vous que je vous aide, mademoiselle ?» lui dis-je. Elle devint rouge comme le feu. « Oh, monsieur, » répondit-elle. « Allons, sans façon. » Elle arrangea son coussinet et j'y posai la cruche. Elle me remercia et partit aussitôt. 17 mai. J'ai fait des connaissances de tout genre, mais je n'ai pas encore trouvé de société. Je ne sais ce que je puis avoir d'attrayant aux yeux des hommes. Ils me recherchent, ils s'attachent à moi, et j'éprouve toujours de la peine quand notre chemin nous fait aller ensemble, ne fût-ce que pour quelques instants. Si tu me demandes comment sont les gens dans ce pays-ci, je répondrai, comme partout, l'espèce humaine est singulièrement uniforme. La plupart travaillent une grande partie du temps pour vivre, et le peu de liberté qui leur reste les effraie à ce point qu'ils s'efforcent par tous les moyens de s'en débarrasser. Ô destinée de l'homme! Après tout, ce sont de bonnes gens. Quand je m'oublie quelquefois à jouir avec eux des plaisirs qu'il reste encore aux hommes, plaisanter avec franchise et cordialité autour d'une table bien composée, arranger à bon escient une partie de promenade en voiture, ou un petit bal, tout cela produit sur moi le meilleur effet. Mais il ne faut pas qu'il me souvienne alors qu'il y a en moi d'autres facultés qui pourrissent faute d'être employées, et que je dois cacher avec soin. Cette idée serre le cœur. Et cependant n'être pas compris, voilà notre destin. Ah, pourquoi l'amie de ma jeunesse n'est-elle plus? Et pourquoi l'ai-je connue? Je me dirais, tu es un fou, tu cherches ce qui ne se trouve point ici-bas. Mais je l'ai possédé, cette amie, j'ai senti ce cœur, cette grande âme, en présence de laquelle je croyais être plus que je n'étais, parce que j'étais tout ce que je pouvais être. Grand Dieu, une seule faculté de mon âme restait-elle alors inactive? Ne pouvais-je pas, devant elle, développer en entier cette puissance admirable avec laquelle mon cœur embrasse la nature? Notre commerce était un échange continuel des mouvements les plus profonds du cœur, des traits les plus vifs de l'esprit. Avec elle, tout, jusqu'à la plaisanterie mordante, était empreint de génie. Et maintenant, hélas, les années qu'elle avait de plus que moi l'ont précipitée avant moi dans la tombe. Jamais je ne l'oublierai. Jamais je n'oublierai sa fermeté d'âme et sa divine indulgence. Je rencontrai il y a quelques jours le jeune V. Il a l'air franc et ouvert. Sa physionomie est fort heureuse. Il sort de l'université. Il ne se croit pas précisément un génie, mais il est au moins bien persuadé qu'il en sait plus qu'un autre. On voit en effet qu'il a travaillé. En un mot, il possède un certain fond de connaissances. Comme il avait appris que je dessine et que je sais le grec, deux phénomènes dans ce pays, il est venu me voir et m'a étalé tout son savoir depuis Batteux jusqu'à Wood, depuis De Piles jusqu'à Winkelmann. Il m'assura qu'il avait lu en entier le premier volume de la théorie de Sulzer et qu'il possédait un manuscrit de Heine sur l'étude de l'antique. Je l'ai laissé dire. Encore un bien brave homme dont j'ai fait la connaissance.
C'est le bailli du prince, personnage franc et loyal. On dit que c'est un plaisir de le voir au milieu de ses enfants. Il en a 9. On fait surtout grand bruit de sa fille aînée. Il m'a invité à l'aller voir. J'irai au premier jour. Il habite à 1 lieue et demie d'ici, dans un pavillon de chasse du prince. Il obtint la permission de s'y retirer après la mort de sa femme, le séjour de la ville et de sa maison lui étant devenu trop pénible. Du reste, j'ai trouvé sur mon chemin plusieurs figures excentriques. Tout en elles est insupportable, surtout leur manque d'amitié. Adieu, cette lettre te plaira. Elle est toute historique. 22 mai. La vie humaine est un songe. D'autres l'ont dit avant moi, mais cette idée me suit partout. Quand je considère les bornes étroites dans lesquelles sont circonscrites les facultés de l'homme, son activité et son intelligence, quand je vois que nous épuisons toutes nos forces à satisfaire des besoins, et que ces besoins ne tendent qu'à prolonger notre misérable existence, que notre tranquillité sur bien des questions n'est qu'une résignation fondée sur des chimères, semblable à celle de prisonniers qui auraient couvert de peintures variées et de riantes perspectives les murs de leur cachot, tout cela, mon ami, me rend muet. Je rentre en moi-même, et j'y trouve un monde, mais plutôt en pressentiment et en sombre désir qu'en réalité et en action. Et alors tout s'embrouille devant moi, et perdu dans mes rêves, je poursuis en souriant ma route dans le monde. Que les enfants ne connaissent pas les causes de leurs désirs, c'est ce que tous les pédagogues ne cessent de répéter. Mais que les hommes faits soient de grands enfants qui se traînent en chancelant sur ce globe, sans savoir non plus d'où ils viennent et où ils vont, qu'ils n'aient point de but plus certain dans leurs actions, et qu'on les gouverne d'eux-mêmes avec du biscuit, des gâteaux et des coups de bâton, c'est ce que personne ne voudra croire. Et à mon avis, il n'est point de vérité plus palpable. Je t'accorde bien volontiers, car je sais ce que tu vas me dire, que ceux-là sont les plus heureux, qui, comme les enfants, vivent au jour la journée, promènent leurs poupées, l'habillent, la déshabillent, tournent avec respect devant le tiroir où la maman renferme les sucreries, et quand elle leur en donne, les dévorent avec avidité, et se mettent à crier encore. Oui, voilà de fortunées créatures. Heureux aussi ceux qui donnent un titre imposant à leurs futiles travaux, ou même à leurs extravagances, et les passent en compte au genre humain comme des œuvres gigantesques entreprises pour son salut et sa postérité. Grand bien leur fasse, à ceux qui peuvent penser et agir ainsi. Mais celui qui reconnaît avec humilité où tout cela vient aboutir, qui voit comment ce petit bourgeois élague son petit jardin pour en faire un paradis, et comment ce malheureux, sous le fardeau qui l'accable, se traîne sur le chemin sans se rebuter, et que tous sont également intéressés à contempler une minute de plus la lumière du ciel, celui-là, dis-je, est tranquille. Il bâtit aussi un monde en lui-même. Il est heureux aussi d'être un homme. Quelque borné que soit sa puissance, il entretient dans son cœur le doux sentiment de la liberté. Il sait qu'il peut quitter ce cachot quand il lui plaira. 26 mai. Tu connais d'ancienne date ma manière de m'établir. Tu sais comment, quand je rencontre un lieu qui me convient, je plante ma tente et j'y séjourne dans un certain dépouillement. Eh bien, j'ai encore trouvé ici un coin qui m'a séduit et fixé. À 1 lieue de la ville est un village nommé Valheim. Sa situation sur une colline est très belle. Depuis le sentier qui part du village, on embrasse toute la vallée d'un coup d'œil. Une bonne femme, serviable et vive encore pour son âge, y tient un petit cabaret où elle vend du vin, de la bière et du café. Mais le plus agréable, ce sont 2 tilleuls, dont les branches touffues couvrent la petite place devant l'église. Des fermes, des granges, des chaumières forment l'enceinte de cette place. Il est impossible de découvrir un coin plus paisible, plus intime, et qui me convient autant.
J'y fais porter de l'auberge une petite table, une chaise. Et là, je prends mon café, je lis mon Homère. La première fois que le hasard me conduisit sous ses tilleuls, l'après-midi d'une belle journée, je trouvai la place entièrement solitaire. Tout le monde était au champ. Il n'y avait qu'un petit garçon de 4 ans assis à terre, ayant entre ses jambes un enfant de 6 mois, assis de même, qu'il soutenait de ses petits bras contre sa poitrine de manière à lui servir de siège. Malgré la vivacité de ses yeux noirs qui jetaient partout de rapides regards, il se tenait fort tranquille. Ce spectacle me fit plaisir. Je m'assis sur une charrue placée vis-à-vis et me mis avec délice à dessiner cette attitude fraternelle. J'y ajoutai à un bout de haie, une porte de grange, quelques roues brisées pêle-mêle, comme tout cela se rencontrait. Et au bout d'une heure, je me trouvais avoir fait un dessin bien composé, vraiment intéressant, sans y avoir rien mis du mien. Cela me confirme dans ma résolution de m'en tenir désormais uniquement à la nature. Elle seule est d'une richesse inépuisable. Elle seule fait les grands artistes. Il y a beaucoup à dire en faveur des règles comme à la louange des lois de la société. Un homme qui observe les règles ne produira jamais rien d'absurde ou d'absolument mauvais. De même que celui qui se laissera guider par les lois et les bienséances ne deviendra jamais un voisin insupportable ni un insigne malfaiteur. Mais en revanche, toute règle, quoi qu'on en dise, étouffera le vrai sentiment de la nature et sa véritable expression. Cela est trop fort, écris-tu. La règle ne fait que limiter, qu'élaguer les branches gourmandes. Mon ami, faut-il que je te présente une parabole ? Il en est ceci comme de l'amour. Un jeune homme se passionne pour une belle. Il coule auprès d'elle toutes les heures de la journée et dépense toutes ses facultés, tout ce qu'il possède pour lui prouver sans cesse qu'il s'est donné entièrement à elle. Survient quelque bon bourgeois, quelque homme en place, qui lui dit « Jeune homme, il est humain d'aimer, mais il vous faut aimer de façon humaine. Réglez bien l'emploi de vos instants, consacrez-en une partie à votre travail et les heures de loisir à votre maîtresse. Consultez l'état de votre fortune. Sur votre superflu, je ne vous défends pas de faire à votre ami quelques petits présents, mais pas trop souvent. Tout au plus, le jour de sa fête, l'anniversaire de sa naissance, etc. Notre jeune homme, s'il suit ses conseils, deviendra fort utilisable, et tout prince fera bien de l'employer dans sa chancellerie. Mais c'en est fait alors de son amour, et s'il est artiste, adieu de son talent. Oh mes amis, pourquoi le torrent du génie déborde-t-il si rarement ? Pourquoi si rarement soulève-t-il ses flots, et vient-il secouer vos âmes surprises ? Mes chers amis, c'est que sur ces deux rives habitent des hommes graves et réfléchis, dont les maisonnettes, les parterres de tulipes et les potagers seraient inondés. Et à force d'opposer des digues au torrent et de lui faire des saignées, ils savent prévenir le danger qui les menace. 27 mai. Je me suis perdu à ce que je vois dans l'enthousiasme, les comparaisons, la déclamation, et au milieu de tout cela, je n'ai pas achevé de te raconter ce que devinrent les deux enfants. Absorbé dans le sentiment d'artiste que je t'ai décrit hier de façon assez décousue, je restai bien 2 heures assis sur ma charrue. Vers le soir, une jeune femme tenant un panier à son bras vient droit aux enfants qui n'avaient pas bougé et crie de loin « Philippe, tu es un bon garçon !» Elle me fait un salut que je lui rends. Je me lève, m'approche et lui demande si elle est la mère de ses enfants. Elle me répond que oui, donne un demi-pain blanc à l'aîné, prend le plus jeune et l'embrasse avec toute la tendresse d'une mère. « J'ai demandé à Philippe de garder le petit, me dit-elle, et j'ai été à la ville avec mon aîné chercher du pain blanc, du sucre et un poêlon de terre. » Je vis tout cela dans son panier dont le couvercle était tombé. Je ferai ce soir une panade à mon petit Jean, c'était le nom du plus jeune. Hier, mon espiègle d'aîné a cassé le poêlon en se battant avec Philippe pour le gratin de la bouillie. Je demandai où était l'aîné.
À peine m'avait-elle répondu qu'il courait après les oies dans le pré, qu'il revint en sautant et apportant une baguette de noisetier à son frère cadet. Je continuai à m'entretenir avec cette femme. J'appris qu'elle était fille du maître d'école et que son mari était allé en Suisse pour recueillir la succession d'un cousin. « Ils ont voulu le tromper, me dit-elle. Il ne répondait pas à ses lettres. Eh bien, il est allé lui-même, pourvu qu'il ne lui soit point arrivé d'accident. Je n'en reçois point de nouvelles. » J'eus de la peine à me séparer de cette femme. Je donnai un kreutzer à chacun de ses enfants et un autre à la mère pour acheter un pain blanc au petit quand elle irait à la ville. Et nous nous quittâmes ainsi. Mon ami, quand mon sang s'agite et bouillonne, il n'y a rien qui fasse mieux taire tout ce tapage que la vue d'une créature comme celle-ci, qui dans une heureuse paix parcourt le cercle étroit de son existence, vit au jour la journée, et voit tomber les feuilles sans penser à autre chose sinon que l'hiver approche. Depuis ce temps, je m'y rends très souvent. Les enfants se sont tout à fait familiarisés avec moi. Je leur donne du sucre en prenant mon café. Le soir, nous partageons les tartines et le lait caillé. Tous les dimanches, ils ont leur kreutzer. Et si je n'y suis pas, après l'office, l'aubergiste a ordre de faire la distribution. Ils ne sont pas farouches, et ils me racontent toutes sortes d'histoires. Je m'amuse surtout de leurs petites passions et de la naïveté de leurs emportements, lorsqu'un plus grand nombre d'enfants sont réunis. J'ai eu beaucoup de peine à rassurer la mère, toujours inquiète de l'idée qu'ils incommoderaient monsieur. 30 mai. Ce que je te disais dernièrement de la peinture peut certainement s'appliquer aussi à la poésie. Il ne s'agit que de reconnaître le beau et d'oser l'exprimer. C'est à la vérité demander beaucoup en peu de mots. J'ai été aujourd'hui témoin d'une scène qui, bien rendue, ferait la plus belle idylle du monde. Mais pourquoi ces mots de poésie, de scène et d'idylle ? Pourquoi toujours raffiner quand il ne s'agit que de se laisser aller et de prendre intérêt à une manifestation de la nature ? Si après ce début tu espères une envolée sublime et magnifique, ton attente sera trompée. Ce n'est qu'un simple paysan qui a produit toute mon émotion. Selon ma coutume, je raconterai mal. Et je pense que, selon la tienne, tu trouveras mes paroles excessives. C'est encore Valheim, et toujours Valheim, qui enfante ces merveilles. Une société s'était réunie sous les tilleuls pour prendre le café. Comme elle ne me plaisait pas, je trouvai un prétexte pour ne point lier conversation. Un jeune paysan sortit d'une maison voisine et vint raccommoder quelque chose à la charrue que j'ai dernièrement dessinée. Son air me plut, je l'accostai. Je lui adressai quelques questions sur sa situation, et en un moment la connaissance fut faite d'une manière assez intime, comme il m'arrive ordinairement avec ces bonnes gens. Il me raconta qu'il était au service d'une veuve qui le traitait avec bonté. Il m'en parla tant et en fit tellement l'éloge que je découvris bientôt qu'il s'était attaché à elle de corps et d'âme. « Elle n'est plus jeune, me dit-il. Elle a été malheureuse avec son premier mari et ne veut point se remarier. » Tout son récit montrait si vivement combien à ses yeux elle était belle, ravissante. À quel point il souhaitait qu'elle voulût faire choix de lui pour effacer le souvenir des torts du défunt, qu'il faudrait te répéter ces paroles mot pour mot si je voulais te peindre la pure inclination, l'amour et la fidélité de cet homme. Il faudrait posséder le talent du plus grand poète pour rendre l'expression de ses gestes, l'harmonie de sa voix et le feu de ses regards. Non, aucun langage ne représenterait la tendresse qui animait ses yeux et son maintien. Je ne ferais rien que de gauche et de lourd. Je fus particulièrement touché des craintes qu'il avait que je ne vinsse à concevoir des idées injustes sur ses rapports avec elle, ou à la soupçonner d'une conduite qui ne fût pas irréprochable. Ce n'est que dans le plus profond de mon cœur que je goûte bien le plaisir que j'avais à l'entendre parler des attraits de cette femme, qui, sans charme de jeunesse, le séduisait et l'enchaînait irrésistiblement.
De ma vie, je n'ai vu désir plus ardent, accompagné de tant de pureté. Je puis même le dire, je n'avais jamais imaginé, rêvé de cette pureté. Ne me gronde pas si je t'avoue qu'au souvenir de tant d'innocence et d'amour vrai, je me sens consumé, que l'image de cette tendresse me poursuit partout, et que comme embrasé des mêmes feux, je languis, je me meurs. Je vais chercher à voir au plus tôt cette femme. Mais non, en y pensant bien, je ferais mieux de l'éviter. Il vaut mieux ne la voir que par les yeux de celui qui l'aime. Peut-être au mien me paraîtrait-elle pas telle qu'elle est à présent devant moi. Et pourquoi me gâter une si belle image ?